la réunion aujourd'hui, c'est comment on fait pour pouvoir plagier les jeux des copains. Ou comment éviter que ça se passe. Donc, très rapidement, je voulais juste présenter un petit peu les enjeux derrière ce problème de plagiat et à la base, savoir à quoi correspond un plagiat. Puisque pour qu'il puisse y avoir plagiat, il faut qu'il y ait œuvre de l'esprit. Donc, s'il y a plagiat, c'est plutôt une bonne chose pour nous, ça veut dire qu'on fait des œuvres de l'esprit. Ouais, c'est ça. Merci. Allez, tout le monde plagie. Et pour qu'il y ait œuvre de l'esprit, il faut qu'il y ait plus qu'une idée. Souvent, on a des demandes, des questions des auteurs et des autrices sur comment je fais pour protéger mon jeu parce que j'ai peur qu'on me pique mon idée, qu'on plagie ce que j'ai fait. Et la première chose à savoir, c'est qu'une idée est de libre parcours, donc elle n'est pas protégeable par le droit d'auteur, donc il ne peut pas y avoir de plagiat sur juste une idée. Il ne peut y avoir un plagiat que sur une œuvre existante, et une œuvre existante, il faut qu'elle soit... il y a deux éléments qui la caractérisent. Il faut qu'elle soit concrète, il faut qu'elle soit matérialisée par un objet physique, donc pour nous un prototype, et il faut qu'elle soit originale, donc qu'elle puisse montrer l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Ça c'est la partie la plus dure à prouver pour nous, comment on peut prouver que le jeu que l'on a fait montre notre personnalité, c'est pas forcément évident, et aujourd'hui il n'y a pas de jurisprudence qui a réussi à prouver ça en France. Mais pour faire simple, au commencement, quand on a des idées de jeu, il faut savoir que ces idées-là, à partir du moment où on en discute avec les gens, elles ne peuvent pas être protégées. Et donc il va falloir trouver un moyen pour faire en sorte que notre œuvre qu'on est en train de créer ne se retrouve pas utilisée par d'autres personnes. C'est la crainte majeure des jeunes auteurs et des jeunes autrices. Ce qu'on peut faire pour se protéger au tout début de la création d'un jeu, ce n'est pas essayer de déposer la règle du jeu ou l'enveloppe. On verra les méthodes qui existent pour se protéger du plagiat. Mais ce qu'on conseille, nous, à la Sage, c'est pour se protéger du plagiat, ça va être de diffuser au maximum son prototype. Puisque ce qui compte quand on a réussi à dépasser le stade de l'idée, c'est de pouvoir prouver l'antériorité de l'œuvre. Et pour pouvoir prouver cette antériorité, il faut le montrer aux gens. On voit passer parfois des communications un peu extrêmes qui disent dès que vous avez une idée, il faut absolument en parler partout, comme ça vous êtes sûr de pouvoir prouver votre antériorité. Moi je déconseille ça. Par exemple, je déconseille l'utilisation d'Internet et des réseaux au moment où vous commencez à développer votre prototype, parce que tant que le jeu n'a pas d'existence concrète, n'a pas été présenté à des éditeurs, et que vous cherchez juste à faire parler de votre idée, quand on est au tout début de la création, vous prenez le risque de diffuser une idée qui n'est pas protégeable. Et si vous avez une idée qui est vraiment cool et originale, il peut être intéressant de prendre son temps d'arriver à un produit, à un projet plus abouti que vous allez montrer. Et à partir du moment où vous l'avez montré à des éditeurs, c'est là où vous pouvez vous permettre d'aller le diffuser sur les réseaux pour montrer, pour avoir une trace. Je réagis vis-à-vis de la présentation à l'éditeur en tant que moment où on commence à reconnaître l'œuvre. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moments un peu antérieurs dans le développement du proto qui peuvent acter que l'on a travaillé sur son produit, telle une tentative de participation à un festival? Alors le festival, en effet, ces concours de prototypes, c'est un autre exemple
prouver l'antériorité du jeu, mais ça rejoint aussi mon point qu'il ne faut pas forcément diffuser tes idées suffisamment, enfin trop tôt. Quand tu vas présenter un proto pour l'espace jeu de demain de Paris Ludique ou le Protolab de Cannes, ça veut dire que tu as développé ton œuvre, tu l'as concrétisée, et donc là ça devient un objet protégeable. C'est la phase d'avant où te dire ah, tiens, j'ai une idée géniale, j'ai une méca de cartes, ça se joue à 2, je pense que si tu en prends 3, j'en garde une, je donne à l'autre, ça construit son paquet, machin, je l'ai vu nulle part, je pense. Sans que tu aies matérialisé ça, que tu aies développé un proto, que tu aies fait des tests de ton côté, je pense que c'est pas une bonne idée de trop communiquer à l'extérieur de ton cercle de testeurs, parce que en effet cette idée-là, comme elle est de libre parcours, t'as beau avoir une idée géniale, il n'y a pas de raison que quelqu'un ne dise pas « Ah ouais, j'aime bien ton idée, je vais faire quelque chose avec », parce que de toute façon on est tous inspirés des œuvres des autres. Et donc il vaut mieux quand même attendre, si l'objectif c'est se protéger du plagiat, d'avoir ton proto suffisamment abouti pour le présenter à un éditeur ou à un concours de proto. Et à partir de ce moment-là, tu peux prouver l'antériorité de ton œuvre et tu vas pouvoir te justifier face à un plagiat potentiel. C'est probablement la seule méthode qui existe. Les autres méthodes de protection légale, c'est le dépôt d'une enveloppe solo que l'on déconseille à tout le monde, puisque dans une enveloppe au solo, c'est aussi l'idée de prouver l'antériorité, mais la seule chose que tu protèges, c'est la règle. Et si la règle est modifiée à une virgule près, de toute façon, ton enveloppe solo ne te protège en rien. Donc c'est une démarche qui est probablement pas utile. Et c'est encore moins utile d'essayer de protéger auprès de l'INPI le nom de ton proto, toutes ces choses-là. Ça n'apporte pas grand-chose. Mais... Par contre, ça prouve l'antériorité. Ça peut être aussi une sorte de preuve pour prouver l'antériorité. Du coup, c'est à un instant T, j'ai déposé, donc je suis à l'origine de cette idée. Oui, mais c'est de l'argent que tu peux faire autre. Tu peux prouver l'antériorité beaucoup plus simplement, sans imaginer que ça va te protéger complètement et que ça règle tous les problèmes. Par contre, l'autre... Juste pour ajouter une petite chose, c'est que au-delà d'une enveloppe solo, on peut aussi s'envoyer en fait un courrier recommandé et ça fait office de valeur juridique. Et ce que l'on peut faire, c'est pas seulement écrire les règles à l'intérieur, mais on peut aussi mettre des photos de son prototype de jeu à l'intérieur. On peut aussi mettre en fait des photos à l'intérieur de son enveloppe, ainsi que les mécaniques des règles, et puis s'envoyer du coup un courrier recommandé chez soi, et ça fait aussi valeur juridique. Tout à fait. On reste dans la dépense inutile peut-être à ce stade-là. Si le but c'est de prouver l'antériorité, ça veut dire qu'il y a conflit juridique. Tu peux mettre des pièces à conviction beaucoup moins chères que ça. En fait, normalement, si tu as travaillé sur ton proto, tu as l'historique de tous tes fichiers d'impression depuis le premier prototype jusqu'au 50e, daté de la date de création des fichiers. Normalement, ça devrait être recevable devant une... Non, mais ça, c'est pas protégeable en fait. Si je peux me permettre. Bonjour. Si je peux me permettre, avec les quelques cheveux blancs que j'ai, toutes ces questions, on se les pose depuis 20 ans. En fait, malheureusement, on ne peut pas protéger une règle de jeu. Une règle de jeu, aujourd'hui, légalement, est considérée comme une notice d'utilisation, on va dire ça comme ça. Donc malheureusement, on est vu comme des auteurs de notices d'utilisation, donc il n'y a pas le côté artistique jusqu'à ce que... ce qu'est en train de faire la SAGE, justement, c'est d'essayer de rentrer au ministère de la Culture, parce que ça pourrait faire évoluer. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Et quant justement aux enveloppes solo, aux lettres recommandées et autres, ce sont... oui, bien sûr, tu t'envoies une lettre recommandée, mais le problème, c'est que il ne faut pas l'ouvrir, il faut prouver que tu ne l'as pas ouverte. Enfin bon, malheureusement, je pense que la seule façon réelle de protéger un prototype, on le voit dans le milieu, c'est de participer à des concours, de le montrer à des éditeurs. Évidemment, il a tout à fait raison, notre président, quand c'est terminé. Parce que moi, il m'est arrivé d'arriver avec des idées chez des éditeurs, que je ne citerai pas,
Et on se retrouve à voir un jeu qui est très proche, qui sort 3 ans plus tard. Et en fait, les sourceurs de cet éditeur, c'est un Allemand, donc voilà, sont eux-mêmes auteurs de jeux. Donc ils disent, ah bah tiens, là l'idée elle est bonne, le jeu il n'est pas fini, mais moi je vais le terminer. Donc en fait, c'est toujours compliqué. Je crois que la seule façon, c'est effectivement participer à des concours, c'est le montrer à plein d'éditeurs, ce qui fait que quand les éditeurs vont voir arriver un autre jeu, qui est en gros une pâle copie, eh bien ils vont dire, mais ça je l'ai déjà vu, je suis désolé. Et ça m'est arrivé, d'arriver avec un jeu, bon, et on dit, non mais ça je l'ai déjà vu il y a 1 an chez un tel, terminé. Tu ranges ton prototype et tu le... et c'est là où j'en viens à la question fondamentale, je pense, du débat sur le plagiat, c'est mais qui voudrait donc plagier votre jeu? Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, c'est personne, parce que votre jeu, il est probablement très bien, mais l'intérêt de plagier un jeu, on le verra un tout petit peu après. Les problèmes qu'il peut y avoir, c'est surtout le plagiat de jeux existants et de jeux à succès. Et malheureusement, ça concernera assez peu d'entre nous. Donc là, concrètement, ce plagiat de prototype, c'est une crainte qui est forte parce qu'on a l'impression naturelle, quand on crée une œuvre, que cette œuvre, elle est nouvelle, elle apporte quelque chose. Et on n'a pas envie que quelqu'un s'en serve avant qu'on ait pu être reconnu pour ce travail-là. Mais dans la réalité des faits, on voit bien que ce plagiat direct de je te prends ton prototype et je me l'approprie, ça entre auteurs, ça n'existe pas. On n'a pas eu d'exemple aujourd'hui d'un auteur qui ait dit « Attends, mais là mon jeu... en fait, le jeu que tu présentes, c'est le mien. Ce qu'on voit parfois, c'est ah ben là, je vois bien que tu as repris la méca que j'avais montré dans mon proto, et c'est là où toutes les protections existantes qu'on peut tenter de faire ne servent à rien. C'est-à-dire que si on a une méca de cartes sympa, et que tu l'as montré à quelqu'un et que ce quelqu'un reprend plus ou moins cette méca dans son proto, bah, il a le droit en fait. Et ça, de toute manière, on ne pourra pas s'en protéger. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que si on commence à protéger chacune de nos idées, bah, au bout d'un moment, on ne pourra plus faire de nouvelles œuvres. Donc il faut quand même être un petit peu lucide sur le danger du plagiat. Il y a un côté frustrant de voir que son projet peut-être n'avance pas suffisamment vite dans la timeline de l'édition, et qu'un copain ou une connaissance qui a testé le proto et on retrouve un peu notre idée dedans, bah, lui arrive à amener son proto à l'édition. La frustration peut être compréhensible. Par contre, là, il n'existe absolument aucun moyen de s'en protéger. La seule chose qui permet de s'en protéger, c'est d'aller présenter son prototype partout, pour que le jour où un éditeur voit un autre jeu qui ressemble très fortement à celui-là, il se dise mais c'est bizarre, je l'ai déjà vu. Mais on est dans une situation quand même qui est extrêmement rare. Non, je voulais juste rajouter, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps, je vais devoir partir malheureusement. Juste, moi je fais le parallèle avec la protection sur la musique. Pour le coup, je suis aussi auteur à la SACEM, et en fait, on ne protège que les mélodies. C'est exactement ce que tu dis, on ne protège pas les accords, sinon c'est pas compliqué, à CDC, c'est fini, on niquait tout le rock. C'est aussi ça, et dans les jeux c'est pareil. Si tu prends le Monopoly, t'as plus de plateau, t'as plus de dés, t'as plus de cartes, tu peux plus bouger. Donc c'est exactement ça. Mais néanmoins, il y a peut-être un chemin. Parce que quand tu protèges dans la musique un bout de la mélodie, c'est exactement un nombre précis, une structure. Si tu bouges une note dans cette mélodie, elle est aussi protégeable, elle est libre. Mais par contre, ça c'est référençable. Donc je ne sais pas il y a peut-être des éléments, et où tu as raison sur la mécanique. Ouais, c'est peut-être le défaut de se dire je l'ai présenté et finalement tu le retrouves plus tard, mais je pense qu'on a de toute façon inconsciemment absorbé les mécaniques de tous les jeux, même si on les mixe. Bon, bah t'as fait un draft, sinon il n'y a plus de draft, c'est fini. Donc voilà, t'avais 5 cartes, t'en as mis 3, bon, bah voilà, c'est bien, et puis c'est pas très grave. Je pense pas que ça soit, tu as raison, je pense pas que ça soit forcément entre nous, on n'a pas trouvé ça. Et dernier truc, c'est pour aller dans ton sens sur un éditeur, j'ai présenté un jeu à Abba à Cannes, et il m'a dit, oh, ça me dit quelque chose, je sais pas, soit on a le jeu en cours, soit c'est un proto,
Et il m'a réécrit 3 semaines après, il me dit non, j'en ai mélangé 2 en fait. J'ai cru que c'était le même et j'ai mélangé les 2 jeux et j'ai cru que c'était ça quoi. Donc il m'a dit bah c'est bon du coup, on voit quand même quoi. Et je trouve qu'en fait c'est le seul truc intéressant, c'est la bienveillance quand même qu'il y a dans ce monde ludique. Alors quand j'ai bienveillance sur ce, ouais, je te vois que tu dodelines, toi t'aimes pas les Allemands toi. Donc du coup, non je rigole, mais d'une manière générale, sur l'accueil qu'on a du truc, j'ai pas cette sensation de vol voilà, à l'arraché ou de plagiat, mais par essence c'est sûr quoi. Donc, ça doit forcément exister. Pardon. Je te laisse réagir. Non, mais comme le disait Benoît, en fait, il n'y a pas de. J'ai rarement vu un auteur prendre tel quel le jeu d'un autre, parce que c'est tellement évident vu que les autres l'ont vu avant. Bon, par contre, on est tous effectivement en train de dire ah bah tiens, ouais, il y a le draft qui sort, il y a ci, il y a ça, on va pouvoir pimper des dés ou je sais pas coucher des meeples. Est-ce que ça me permet d'avoir d'autres idées? Moi, les 2 seules fois où j'ai vu justement ce dont je parlais, c'est plus un mélange éditeur-auteur qui est dangereux, je pense. Parce que moi, il m'est arrivé une fois, malheureusement, de montrer à un éditeur un jeu qu'il a signé. Et puis, finalement, il nous le simplifie. Donc, à un moment, on se dit, bon, quand même, notre jeu est un peu plus costaud. Et puis, lui-même, en tant qu'auteur, sort un jeu avec la mécanique originale, alors qu'elle n'était plus dans le nôtre. Bon, là, tu gueules, tu l'envoies chier, tu le dis autour de toi, et puis voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Malheureusement, il n'y a pas d'autre façon. Après, on peut se parler entre nous, effectivement. C'est de dire, ne va pas chez tel éditeur. Hein. Tu te rends compte que ça ne sert à rien non plus, parce que les autres auteurs, alors que tu pensais que c'était des copains, des machins et tout, ils ont été faire un jeu avec lui. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, il n'y a pas de... Mais malheureusement, oui, il y a une bienveillance, je pense, entre auteurs, avec les éditeurs établis. Et puis, il y a des gens, on a entendu parler aussi d'une histoire Nostromo, là, c'est ça Ouais, je vais y venir, ouais. Voilà, bon, donc, je vais te laisser. Juste avant d'aborder le côté jeu édité et plagiat de jeu édité, il y a des éléments récurrents quand même qui reviennent là, parce que le co-autorat se développe beaucoup et on est venu me voir plusieurs fois pour la Sage pour me demander si c'était ok que son co-auteur et développer un autre jeu basé sur la même mécanique, mais tout seul, alors que c'est quelque chose qu'on a développé à 2. Et ça si on est venu me voir plusieurs fois, j'imagine que ça arrive régulièrement. Là non plus, encore une fois, il n'y a aucun moyen de se protéger de cet auto-plagiat de mon œuvre fait à plusieurs se retrouve sans moi. Et c'est là où il faut... développer la communication, essayer de poser les choses clairement et travailler avec bonne intelligence entre auteurs. Il n'y a pas moyen de se protéger, mais on comprend la frustration de voir une partie de son œuvre être développée à côté. Mais ça, j'ai l'impression que ça arrive plus souvent qu'un auteur ou une autrice qui va venir regarder et voir le jeu de Jérôme faire non, ça, je prends tout, c'est à moi. Le plagiat aujourd'hui il fonctionne pas comme ça et de toute façon l'idée d'aller en justice pour ça elle n'est pas réalisable parce que les frais que ça engendre dépassent complètement la capacité financière du proto, et surtout si vous allez en justice vous allez devoir prouver qu'il y a un préjudice. Et donc pour pouvoir prouver que le préjudice, non seulement il faut que la personne qui vous a plagié le jeu l'ait fait, que vous le prouviez, que ce jeu ait été édité, que ce jeu ait rapporté de l'argent, que vous puissiez prouver que votre jeu n'a pas pu être édité parce que l'autre jeu existait. Et ça demande plein de points dans une checklist qui dépasse probablement l'intérêt de faire un procès pour ça. J'ai une petite question. Quel serait pour vous l'intérêt pour un éditeur de ne pas travailler avec un auteur, vu, je me permets, mais le pourcentage qu'on obtient quand on travaille avec un éditeur, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'un éditeur pourrait se dire je vais travailler sans toi. Bon, peut-être sur le côté casse-pied que j'ai entendu. Seulement avec Peggy alors. Alors c'est pour ça que là j'ai commencé à parler uniquement de plagiat entre auteurs, parce que
en fait, dans la réalité des protos non édités, il y a une circulation des idées, et il y a une crainte qu'un auteur s'inspire de notre travail. Et je cherche juste à expliquer que malheureusement, il y a peu de moyens de se protéger, et que en dehors de diffuser ça le plus possible pour montrer que notre jeu existe, et que dans l'esprit des gens, l'expérience qu'on a créée avec notre jeu, elle est liée à nous, et que quand une autre personne le présente derrière à un autre éditeur, l'expérience soit suffisamment marquante pour qu'on dise « Ah ben là c'est la même expérience, c'est bizarre, j'ai déjà vu un jeu comme ça, du coup ça ne m'intéresse pas ». Vis-à-vis des éditeurs, il y a une crainte légitime des auteurs de se dire « Mince, je vais me faire voler mon jeu par un éditeur ». Concrètement, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que, comme tu le dis très bien, l'éditeur a extrêmement peu de raisons de ne pas travailler avec un auteur, vu l'impact financier que ça peut avoir pour lui. En tout cas, c'est pas un problème économique, ça peut être un problème relationnel, on le dit sur le ton de l'humour, mais en effet, ça peut être compliqué de travailler avec un auteur et qu'on peut estimer qu'on préfère ne pas travailler avec lui, mais ça n'empêche pas de signer le jeu, de continuer à travailler sur le jeu et de mettre de côté l'auteur dans le développement. Donc, le fait de présenter un jeu à un éditeur entraîne extrêmement rarement le plagiat du jeu par l'éditeur lui-même. L'éditeur, il ne va pas vouloir travailler sur une idée d'un auteur et se dire en fait l'idée elle est bien, mais je vais le faire sans l'auteur et ça se passera bien. Il peut y avoir ponctuellement la situation décrite tout à l'heure d'un sourceur qui est aussi auteur et qui indirectement a l'impression de peut-être soit honnêtement, soit malhonnêtement de dire en fait ça m'a donné une idée, j'ai envie de faire quelque chose sur ce principe-là, mais je crée une expérience différente. Mais là aussi on est dans l'exceptionnel. Il y a l'exemple Nostromo il y a quelques années où un éditeur a sciemment décidé de reprendre l'intégralité d'un jeu, de présenter un prototype pour l'éditer à son nom, mais c'est quelque chose qui est extrêmement rare et qui s'est résolu assez naturellement par la mise au banc de cet éditeur. Le milieu du jeu à l'heure d'aujourd'hui est encore suffisamment petit pour ne pas tolérer ce genre de pratique de manière visible. Par contre, quand on commence à parler relations éditeurs, c'est là où je permets de souligner un petit point. Dans vos contrats, vous avez souvent une clause d'originalité de votre œuvre. En général, un éditeur va vous demander de prouver que votre jeu n'enfreint pas les droits de quelqu'un d'autre. Et c'est là où il faut faire très attention dans la manière dont vous signez votre contrat, parce que selon la manière dont la clause est formulée, vous pouvez être juridiquement responsable si jamais l'éditeur découvre un jeu similaire dont vous n'aviez pas connaissance, et pour vous dire là ça gêne le développement économique de mon produit, tu aurais dû savoir que tel jeu existait et que ton jeu était trop proche. Donc à la sage, on insiste pour que légalement soit écrit dans la clause à notre connaissance, il n'y a pas, l'œuvre n'enfreint pas le droit d'auteur d'une autre œuvre. Parce que sinon on s'expose indirectement à des désagréments juridiques. De la même... Donc il faut faire attention au moment où on signe de décider à quel point on se protège de notre connaissance du milieu, parce qu'on ne peut pas savoir l'intégralité de l'existant. Et de la même manière, l'éditeur a tendance à vouloir placer dans le contrat une clause qui dit si jamais il y a des soucis de droit d'auteur et d'accusation de copie, les frais peuvent être à la charge de l'auteur.
On le voit régulièrement apparaître dans les contrats. Là aussi, il faut faire attention pour ne pas se retrouver légalement responsable du développement économique d'un jeu fait par un éditeur. Donc là, il y a des petits détails techniques de protégez-vous aussi d'accusations de plagiat de votre propre œuvre. Parce que on a toujours l'impression, quand on parle de plagiat, qu'il n'y a que des victimes. Parce qu'on se dit, bah, on va me piquer mon truc. Mais il faut savoir que, bien sûr, si on peut se dire ça, c'est qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté et qui vont dire, mais là, ce que toi, tu as fait, ça plagie mon œuvre. Et c'est là où il faut savoir faire la part des choses sur notre œuvre, ce que l'on crée, et la proximité que ça peut avoir avec d'autres œuvres. Ce qui définit une œuvre de l'esprit, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois l'objet concret et l'originalité de l'œuvre, donc l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Et je pense, mais ça c'est à titre personnel, qu'un des efforts que nous on peut faire en tant qu'auteur et autrice, c'est aussi se poser la question de l'apport culturel, l'apport intellectuel de l'expérience que l'on crée. Et qu'on peut se retrouver à avoir créé une œuvre qui nous semble originale, et quand on la compare à l'existant, on a l'impression que cette œuvre-là, elle existe déjà dans le milieu, alors forcément pas toujours avec les mêmes règles et sans vouloir avoir voulu copier telle ou telle œuvre, mais indirectement, on se retrouve à recréer la même expérience. Et il y a peut-être un travail à faire de notre côté pour réfléchir à l'originalité de ce qu'on propose, pour éviter aussi ces sensations ou ces suspicions de plagiat. Non, bah, ok, j'ai développé un jeu, c'est génial, mais en fait, je me rends compte que quand je fais tourner autour de moi, on m'a dit, mais t'as vu ce jeu-là, en fait, il y ressemble beaucoup. Et au bout d'un moment, admettre que même s'il n'y a pas eu plagiat, l'originalité de l'œuvre n'est pas suffisante et vous exposerait à un plagiat. À titre personnel, j'étais en train de faire une version plus enfant de La Planche des Pirates, et l'idée que j'ai eue me semblait très cool. Et quand je l'ai fait tourner, on m'a dit, mais tu as vu, tu connais le jeu Abracadabra, machin, sur les barbes à papa? Et en vérifiant, c'était exactement le même jeu. Alors c'est plus courant sur les jeux enfants ou les jeux d'ambiance où il y a moins de règles. Bah, c'est là où tu te dis, bah non, je vais pas plagier le jeu parce que je ne connaissais pas son existence. Mais il n'empêche que l'intérêt ludique et culturel de l'œuvre, bah, elle n'est pas suffisante pour dire, bah non, même si c'est mon œuvre, j'ai envie qu'elle existe. On s'expose à des accusations de plagiat et je ne suis pas sûr que ça apporte quoi que ce soit au milieu du jeu de société. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc quand on parle de relation avec les éditeurs et le plagiat, je voulais quand même aborder aussi l'aspect du plagiat des jeux édités. Puisque ce qu'on entend nous à la Sage, c'est la crainte des auteurs sur les jeux, sur les prototypes. Mais en fait, le problème majeur, c'est les jeux édités qui sont plagiés par des acteurs plus ou moins délicats. Et là, ça existe. Il y a des jeux édités qui sont plagiés. En général, ce sont des jeux qui ont un certain succès parce qu'il y a un intérêt financier à le faire. On a eu récemment des cas de plagiat dans le jeu de société là, ces derniers mois où les différents acteurs comme la Sage ou la Wedge ont essayé d'intervenir. On peut les citer parce que c'est de notoriété publique. Donc dernièrement, il y a eu le cas du jeu Bernard qui semblait être un fac-similé d'un jeu un peu plus ancien qui s'appelle Famous de Christophe Hermier, édité par Monster Game à l'époque, qui avait gagné l'As d'Or. Et ce genre de situation où on a l'impression de voir un nouveau jeu qui reprend exactement les mécaniques et l'expérience et les sensations d'un autre jeu édité, ça arrive. On le voit que ça arrive par des acteurs qui sont souvent extérieurs au milieu du jeu de société, qui ne sont pas au courant de ce que c'est le droit d'auteur, de ce que c'est un auteur, de toutes ces notions-là.
Et c'est là où collectivement, nous, à titre d'auteur, on ne peut pas faire grand-chose. C'est pour ça qu'on signe un contrat qui est censé nous protéger. Il faut bien le signer, il faut bien le lire. Et où c'est l'éditeur qui est censé prendre en charge la défense de votre œuvre. Mais individuellement, on ne peut pas faire grand-chose. Collectivement, c'est là où les organisations professionnelles comme la SAGE peuvent intervenir pour essayer de démêler les fils de ce plagiat et essayer de régler le problème. Si on attend qu'il y ait un procès, c'est un petit peu plus compliqué, c'est la prochaine étape. Aujourd'hui, il y a des accusations de plagiat qui vont aller jusqu'au procès. Alors contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, il y a déjà des jurisprudences quand même qui vont au-delà de la règle de notice d'instruction, qui était une jurisprudence qui datait de 2004. Et maintenant, il y a 2 jurisprudences de 2018 et 2020 qui concernent des affaires où un éditeur a repris le jeu d'un auteur et l'a édité sans son accord. Et dans cette jurisprudence, la Cour a pu prouver qu'il y avait plagiat de l'œuvre parce que l'éditeur avait non seulement repris la charte graphique, donc ça c'est plus facile pour la justice de trancher là-dessus, mais il y a eu aussi 2 paragraphes où ils avaient fait la lecture de règles et ils avaient reconnu que l'intention de la règle avait été reproduite, pas forcément dans sa structure grammaticale, mais l'intention avait été reproduite dans le jeu plagié. Donc il y a 2 jurisprudences aujourd'hui qui existent, mais pour revenir sur ce que disait notre camarade qui est parti, aujourd'hui il n'y a pas de groupement d'experts qui peut répondre auprès des tribunaux pour donner un avis d'expert sur le plagiat ou pas. Dans la musique, ça arrive tellement souvent qu'ils sont bien organisés, et quand il y a un procès pour plagiat, ils font venir des experts mandatés qui vont analyser les partitions ou la musique en elle-même, je ne m'y connais pas, pour pouvoir donner un avis d'expert au tribunal, et ensuite le tribunal tranchera. Ce que nous on fait là aujourd'hui à la SAGE pour aller dans ce sens-là, c'est que à la rentrée il va y avoir un procès d'un éditeur, l'éditeur de Jus du Cul, qui fait un procès à un développeur pour plagiat, et ils nous ont demandé d'aller témoigner, alors pas en faveur de l'éditeur, mais en témoigner sur le plagiat dans le jeu de société. Et à la fois la WEJ et la SAGE ont décidé d'y aller pour commencer à créer cette notion d'expertise qui serait disponible pour les cours de justice, pour pouvoir donner un avis argumenté sur ce que peut être un plagiat ou pas dans le monde du jeu de société. On en est au balbutiement, mais l'objectif à terme, c'est d'avoir un système d'experts qui puisse, alors pas trancher, parce que c'est le juge qui tranche s'il y a un problème, mais au moins donner un avis pour dire, ben là, selon nous, selon les règles du milieu, on estime qu'il peut y avoir un plagiat ou pas. Donc pour finir sur cette partie-là, le constat quand même, c'est que le plagiat, c'est quelque chose qui touche très peu les auteurs quand on parle de prototypes. Quand c'est des jeux édités, normalement, si votre contrat est bien signé, c'est les éditeurs qui sont responsables de la protection de votre œuvre. Et c'est quelque chose qui inquiète beaucoup de gens, mais qui se produit à une faible échelle et qui risque d'augmenter si on n'est pas collectivement attentif au fait que aujourd'hui le milieu du jeu se développe, attire de nouvelles personnes qui ne sont pas dans le milieu et qui ne connaissent pas le fonctionnement et qui pourraient abuser de nos œuvres. Et c'est pour ça que la SAGE est en contact avec maintenant les distributeurs aussi, pour être capable de faire attention aux nouveaux entrants, pour vérifier qu'il y a une prise de conscience de la part des différents acteurs
sur ce problème de plagiat. Si vous avez des questions, c'est le moment. Les enseignes. Oui, il y a aussi un autre, une autre possibilité de plagiat qui est aujourd'hui malheureusement évidente. Il y a une enseigne danoise, que je ne sais pas si on a le droit de la citer ou pas, qui vend de tout, hein, c'est un peu une espèce de bazar, dont des jeux. Et les jeux sont systématiquement des copies de tous les succès. Donc il y a des copies de Double, de Jungle Speed, enfin les jeux les plus vendus. Et quand non mais c'est ça, c'est des puissances 4 à 3 euros. Et le problème c'est quand des auteurs, des éditeurs ont été les voir en disant mais quand même il y a un problème. Ils ont dit non, nous on n'a aucun problème avec le droit d'auteur, on a fait bosser nos avocats, en gros ça s'appelle ni puissance ni 4, on en aligne 3 au lieu de 4 et basta, point. Et donc on s'est retrouvé un peu devant le fait accompli et il n'y a pas grand chose à faire, enfin en tout cas malheureusement quand on voit des grosses maisons d'édition, parce que les jeux qu'on vient de citer sont protégés par des très gros éditeurs et a priori ils n'arrivent pas à trouver le moyen de protéger ces succès. En fait, ce que l'on voit là, donc on ne nommera pas Flying Tiger pour son œuvre, et on nommera pas aussi, par exemple, un autre éditeur hollandais qui s'appelle Graphex, qui a récemment repris des jeux allemands distribués par Schmidt, notamment Encore ou Tréfuté, et qui récemment a plagié Perudo et Double. Et en fait, ce que l'on voit quand on fait remonter l'information auprès des éditeurs et des distributeurs, c'est que ils ont un service juridique qui s'empare de la question, qui envoie des mises en demeure et qui espère qu'il ne faille pas aller plus loin, parce que le discours des avocats, c'est que si jamais un procès a lieu et que le procès est perdu, ça risque de donner un précédent qui pourrait être inquiétant. Et la plupart des experts nous alertent sur le caractère difficile à prouver aujourd'hui de l'originalité de l'œuvre. Pas le fait que ça soit l'originalité dans le sens juridique, c'est-à-dire empreinte de la personnalité de l'auteur. Comment on est capable de prouver à un tribunal que le jeu qu'on a créé émane de notre personnalité. Alors ça marche sur certains auteurs, parce que quand on voit le jeu, on fait « Ah, mais tiens, il y a un scoring à la Knizia ». Si on se dit ça, c'est que l'œuvre est empreinte de sa personnalité, mais malheureusement, aujourd'hui, des choses comme ça où on sait qu'il y a un scoring catalesque ou un scoring à la Knizia, c'est quelque chose qui est assez rare pour pouvoir être noté en dehors d'experts. Et donc la plupart des éditeurs ont peur d'aller à l'affrontement avec ces plagieurs qui cherchent juste à bénéficier de la notoriété de nos œuvres. Les éléments qu'ils utilisent plutôt pour lutter contre ça, ce sont d'autres mécanismes légaux, comme le parasitisme économique. On va essayer de prouver que l'œuvre créée par tel éditeur entre en concurrence avec le nôtre et se sert de la réputation de notre œuvre pour pouvoir vendre la sienne. Mais là, on n'est plus dans le plagiat, on est dans la copie commerciale, et on n'est plus dans la défense du droit d'auteur. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ces points-là, le parasitisme économique et la concurrence déloyale, qui sont les points d'accroche des éditeurs pour défendre les œuvres. On n'est pas encore à un stade où le droit d'auteur dans le jeu de société est suffisamment établi pour être sérieusement protégé dans les tribunaux. Mais on va espérer que ça change. Et donc si vous avez des questions, des exemples à donner sur votre expérience de plagiat, sur comment vous avez plagié le jeu de votre voisin, c'est le moment.
Non, on est d'accord que le plagiat c'est mal. C'est ça. Donc, pour terminer du coup, Ouais, du coup, en fait, si, c'est à la fois un constat et une question c'est à la fois un constat et une question qui n'aura pas forcément de réponse aujourd'hui. Vous le disiez très bien tout à l'heure, là, je ne sais plus qui en parlait. Mais il y a un moment où voilà, il y a plein de choses qui se recoupent, il y a plein d'idées qui se recoupent. On est toujours dans l'innovation, en fait, on part d'une base de quelque chose de connu pour innover. Donc il va forcément y avoir des ressemblances. Et il y a quelque chose de très abstrait dans tout ça, puisqu'on parle de quelque chose d'immatériel. Les idées, elles partent de choses existantes, quoi qu'il arrive. Ça va être posé concrètement, c'est sûrement le travail que vous êtes en train de faire, mais poser très concrètement la définition du plagiat d'une idée, du plagiat d'un concept, etc. Parce que comme c'est complètement abstrait et que c'est immatériel, c'est sujet à interprétation. C'est ce que tu étais en train d'expliquer, mais ça reste un petit peu inquiétant puisque c'est sujet à interprétation. C'est comme quand on écrit mal une règle du jeu, quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord. Un des objectifs, une des choses qu'on n'est pas capable de faire concrètement aujourd'hui, ni entre nous, ni vis-à-vis de l'extérieur, c'est définir ce que c'est un jeu de société. Et tant qu'on ne sera pas capable de définir concrètement ce que c'est un jeu de société, quel est l'élément concret que l'on crée, on aura du mal à pouvoir prouver que notre œuvre est une œuvre de l'esprit. Une des premières demandes qu'avaient les députés quand on les a rencontrés, c'était mais du coup c'est quoi, comment on le met dans la proposition de loi pour définir ce que c'est, pour que ça soit clair pour tout le monde. Et aujourd'hui il n'y a pas de définition établie de ce qu'on fait nous en tant qu'auteurs. La mienne, c'est que on crée une expérience interactive où on va faire vivre une expérience aux joueurs, et c'est eux qui, dans le cadre formel que l'on a créé, vont interagir et vivre une expérience. Mais si on n'est pas capable de définir ça concrètement et de l'établir dans la tête des gens, il va être difficile de protéger notre œuvre, parce qu'elle va être parfois assimilée à une règle, parfois assimilée dans les tribunaux à une esthétique ou à un matériel, en sachant que notre œuvre, c'est ni l'esthétique, ni le matériel, ni la règle, mais un mélange de tous ces éléments qui va créer une expérience différente. Aujourd'hui, c'est pas suffisamment établi pour que les éditeurs se sentent légitimes dans la défense de notre droit d'auteur face à ce plagiat. Donc je suis complètement d'accord qu'on a un besoin de définition important et qu'aujourd'hui on ne le fait pas. Et je pense que à la fois on a besoin de faire attention à comment ça se passe dans le milieu pour essayer de fonctionner en bonne entente et d'éviter d'avoir des mauvais acteurs qui vont plagier sciemment le travail des autres. Et c'est là où la communauté fait le travail en faisant remonter les problèmes sur Nostromo ou les problèmes qu'il y a eu récemment sur les plagiats. Mais c'est là aussi où nous on a une responsabilité en tant qu'auteur et autrice à faire attention à ce que l'on crée et à pas vouloir sortir des jeux pour sortir des jeux, mais avoir une attitude d'auteur et de chercher à créer quelque chose, une expérience originale, une expérience nouvelle qui a une justification en termes d'œuvre de l'esprit, et non pas juste créer un objet commercial à diffuser qui n'aurait aucune originalité et aucune particularité nouvelle en termes d'expérience humaine. Et c'est un travail, à mon avis, qui vient dans les deux sens, à la fois se faire attention aux autres et aussi se regarder un petit peu dans le miroir et faire attention à ce que l'on crée.
Les merguez commencent à sentir bon. Ouais. il est temps de migrer. C'est ça. Est-ce que, vu qu'il y a pas mal d'auteurs et d'autrices, est-ce que il y a des gens qui ont des questions qui n'ont rien à voir avec le plagiat, mais comme c'est l'occasion de discuter, on peut en prendre quand même quelques minutes si vous avez des interrogations sur ce qui se passe en ce moment. J'en ai une parce que la première question, ça va être on en est où de la reconnaissance du jeu de société comme objet culturel? Et du coup, moi je suis belge, et du coup ça m'intéresse de savoir un petit peu, est-ce qu'il y a des associations ou des choses qui sont en partenariat avec la Belgique, parce que vous faites beaucoup de choses en France, donc ça m'intéresse énormément évidemment et je m'inspire beaucoup, mais je me demande, est-ce que il y a des parallèles en Belgique ou pas du tout, ou ailleurs en fait dans d'autres pays, donc où on est la reconnaissance, et est-ce qu'elle sera reconnue ailleurs si jamais elle est reconnue ici? Alors il y a beaucoup de questions. Ouais, non, malheureusement, concrètement, de manière légale, on travaille exclusivement avec les élus français. Il y a des parallèles à faire avec la Belgique, mais le système du droit d'auteur n'est pas tout à fait le même en Belgique et en France, donc les parallèles ne peuvent pas fonctionner à plein. La chose qui est en train de se passer à l'échelle européenne, c'est que normalement à Essen prochain, une tentative de fédération du jeu de société européenne devrait être lancée, au moins entre la France, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas, pour voir ce que ces gens-là peuvent faire en termes de promotion du jeu de société et de défense du droit d'auteur. À la SAGE, on a bien insisté pour que la France y aille collectivement, et pas uniquement les éditeurs, mais que ce soit l'ensemble des acteurs du secteur qui aillent pour œuvrer à la promotion européenne. Et dans l'objectif clairement établi des gens qui ont lancé ça, c'est avoir une législation européenne harmonisée. Donc dans un futur assez lointain, il y aura probablement quelque chose comme ça. Ça me fait penser, du coup, rien à voir, mais je rajoute à l'histoire du plagiat un exemple qui est arrivé là il y a quelques heures, une dispute entre un éditeur et un auteur sur la paternité de l'œuvre. Parce que quand on parle de plagiat, on parle de notre œuvre, nous en tant qu'auteurs, qui doit être protégée de d'autres auteurs, d'autres éditeurs qui reprendraient notre idée. Là, il y a eu un exemple d'un éditeur qui a décidé que le développement qu'il a fait sur le jeu fait de lui un co-auteur du jeu. Et du coup, ce qui a créé un conflit assez fort avec les auteurs du jeu qui n'acceptent pas cette vision des choses. Et pour éviter ça, pour éviter l'appropriation de son œuvre par l'éditeur, c'est là où, clairement, on vous conseille de faire très attention à la manière dont votre contrat est formulé. Leur contrat était formulé de telle manière, tellement flou, que en effet, ça pouvait être interprété comme ça, et que là, on se retrouvait dans une situation très compliquée où c'était une question d'interprétation et de fonctionnement naturel du monde du jeu, où traditionnellement le travail d'édition et de développement d'un éditeur ne correspond pas à un travail d'auteur. Mais comme là ils avaient des avis divergents et que le contrat était très flou, clairement les auteurs n'étaient pas assez protégés par leur contrat pour se protéger de cette forme un peu étrange de plagiat où le partenaire s'érige en co-auteur. Donc encore une fois, je sais que je saoule un petit peu les gens avec les contrats et les choses un peu légales et les textes, mais aujourd'hui, comme on n'a pas de protection officielle dans le code de la propriété intellectuelle, la seule chose qui nous protège légalement, c'est notre contrat. Et c'est là où il faut faire attention à celui-là pour éviter de porter le flanc à ce genre de situation. Et bien sûr, discuter en amont pour éviter ces moments
de tensions qui auraient pu peut-être être résolues s'il y avait une vraie discussion posée au début sur ce concept-là. Alors du coup, je rebondis sur ce que tu étais en train de dire. Là, dans les sacs de la Sage, on a de merveilleux contrats-types. Donc l'intérêt d'avoir fait un contrat-type, c'est que, enfin, j'imagine, ça serait que les éditeurs s'emparent de ce contrat-type, dans lequel il y a des lignes juridiques, et que ça soit les mêmes lignes juridiques pour tout le monde et les mêmes contrats types pour tout le monde, quels que soient les éditeurs, quels que soient les auteurs. Donc à l'intérieur de ce contrat, il y a forcément une définition, il est entendu que, qui va empêcher les plagiats, empêcher, parler vulgairement, mais les arnaques d'éditeurs envers auteurs ou les possibilités de retournement d'auteur envers éditeur, parce que ça peut aller dans les deux sens. Est-ce que ces contrats types sur lesquels vous avez travaillé, sur lesquels probablement vous travaillez encore, parce que toutes les alinéas ne sont pas forcément encore définis, comme tu disais, la jurisprudence n'est pas encore assez développée, est-ce que l'objectif, c'est qu'à un moment, on ait tous ces contrats types, c'est-à-dire qu'on voit un papier sur la table, on dit ah, ça c'est un contrat, ok, on le reconnaît, ça rentre dans la culture commune du milieu, quoi. Alors aujourd'hui, le contrat type de la Sage est utilisé par au moins une douzaine d'éditeurs qui ont demandé directement à la Sage, donnez-nous votre contrat, on voudrait s'en servir, ou qui ont demandé à des auteurs, si tu as un contrat type, super, on le signe, on gère les pourcentages et on part sur ce principe-là. Aujourd'hui, c'est pas encore la norme, puisque le livre blanc de la WEJ est clairement dominant dans les pourcentages de type de contrat qu'on voit passer. Mais l'objectif suivant de notre travail à la Sage, c'est un travail de concertation avec la WEJ pour prendre leur livre blanc, prendre notre contrat type et arriver au moins à l'élaboration d'un certain nombre d'articles techniques qui soient concordants et qu'on puisse retrouver dans tous les contrats. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, et comme on n'est que des bénévoles et qu'on a besoin de motiver pour venir, et d'argent, pardon, on a besoin d'argent et de personnes motivées, n'hésitez pas à nous rejoindre pour travailler à ça, il y a du travail. Mais concrètement, oui, là pour le contrat, c'est la prochaine étape, c'est essayer de trouver le plus de points d'accord sur les différents contrats pour avoir une structure commune. On a plein de joueurs autour de nous, c'est le moment de faire un appel à dons. Désolé. Bonjour, et pour compléter le contrat type, avec Pierre, on est en train de travailler sur les spécificités des contrats de scénaristes qui sont encore différents. Donc on fait un peu un état des lieux. Donc si vous connaissez des gens qui ont des contrats de scénaristes, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter à la Sage, Pierre et moi, je suis Peggy, pour faire après un guide des bonnes pratiques des contrats de scénaristes qui ont aussi des spécificités. Bon, c'est une petite idée comme ça, mais est-ce que ce serait pas chouette d'avoir, pas comme un label, mais un peu comme un logo pour dire qu'en fait il y a le respect des auteurs, que tu vois, le jeu s'est fait dans le respect des auteurs. Ça pourrait être quelque chose inscrit sur une règle, je sais pas, sur une boîte, enfin c'est quelque chose qui me vient là à l'esprit. Je sais pas si ça a déjà été pensé ou soulevé, mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant, non? Alors en fait, on s'est posé la question il y a quelques années avec la WEJ d'avoir cette sorte de charte éthique d'un éditeur qui signerait en disant moi je m'engage à faire ça, 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 ça et ça en respect avec l'auteur. Et en fait, on était tombé d'accord sur la nécessité pour nous de créer d'abord notre contrat type et d'avoir nos demandes très claires de ce que l'on voulait, avant de pouvoir demander aux éditeurs de s'engager sur une charte, sur un nombre minimum d'items. Et comme je disais, là c'est le moment où on est censé faire la bascule vers ce genre de solution, une charte minimum, un contrat type commun. Quelles sont les nouvelles solutions à trouver pour aller plus loin que juste, voilà, nous on a proposé quelque chose qui semble protéger les auteurs et les autrices, et comment on va plus loin. Mais c'est complètement ce genre de choses qu'on veut faire. Si je peux rajouter sur ce sujet-là, ça fait quelques années que c'est un sujet qui est en discussion.
Ce qu'il y a, c'est que là, on se focalise beaucoup sur les relations entre auteurs et éditeurs, mais en vrai, pour que la situation change vraiment, pour que les auteurs aient l'impression d'être reconnus à leur juste valeur dans l'intégralité du milieu, c'est pas que les éditeurs qui ont la main haute là-dessus. En vrai, eux-mêmes, ils sont un rouage de la chaîne de valeur, et il faudrait que tous les acteurs de la chaîne puissent se retrouver et en discuter sur qu'est-ce que ça serait que remettre chacun à sa juste place, en fait. Et ça, peut-être que ce sera possible avec l'émergence du méta-réseau, de la GIJS, peut-être que ça ouvrira de nouvelles portes de discussion là-dessus, mais c'est une discussion qui dépasse le cadre de juste la relation avec ton éditeur, en fait. Je confirme qu'on se rend compte dans le milieu que l'éditeur n'est pas le seul, que le distributeur a un rôle fondamental aussi dans ces relations-là, et que réussir à les inclure dans la discussion serait plutôt pertinent, mais malheureusement c'est l'échelon qui est le plus dur à faire venir. Bruno, tu avais... Je veux juste rebondir sur la formule de respect des auteurs. Il faut se méfier du formalisme. Le respect des auteurs, c'est pas simplement de signer un bon contrat, hein. C'est d'être poli avec eux, c'est de discuter correctement, c'est de donner les vrais chiffres, etc. Et vous pouvez avoir de très bonnes relations avec un contrat merdique sur une demi-page qui a été improvisé, et des relations très tendues avec le meilleur contrat du monde, hein. Donc voilà, faut pas être trop formaliste. Alors je pense qu'il faut être un petit peu formaliste pour pouvoir se protéger. Pour pouvoir se protéger en cas de problème, pour pas se retrouver en porte-à-faux avec un contrat qui est en notre défaveur. Mais évidemment, je te rejoins Bruno sur la nécessité aujourd'hui pour pouvoir fonctionner, que ce soit sur le plagiat ou sur les relations, travailler sur une relation humaine. Et la WEJ a invité la SAGE à faire une intervention à leur séminaire qui aura lieu en décembre, pour savoir ce que les auteurs et les autrices veulent proposer aux éditeurs, et quel est le message que l'on veut faire passer. Et on en a discuté en interne, puis on en a discuté un peu avec les éditeurs pour préparer en amont cette intervention. Et ce qui ressortait quand même fondamentalement, c'est qu'il y avait un déficit de communication, un déficit d'échange, un déficit de formalisation des choses à l'oral, à l'écrit entre les gens, pour qu'on puisse se comprendre et qu'il n'y ait pas toutes ces incompréhensions qui créent des tensions régulières dans le monde du jeu. Et donc, en effet, la création de la relation humaine dans notre travail d'auteur, elle est fondamentale, parce que on va travailler avec des partenaires pendant des années pour aller au bout de l'aventure de nos jeux. Et donc, il est important de développer cette relation humaine, et si on peut, de ne travailler qu'avec les gens avec qui on s'entend bien. On peut avoir cette chance-là aujourd'hui dans le milieu de pouvoir travailler avec les gens que l'on veut. Je pense qu'il faut pas le négliger. C'est important dans une relation éditoriale, en effet. À ce moment-là, on passe en one-to-one sur ces communications. On va s'arrêter là, parce que on commence à gêner les gens qui veulent se nourrir, et on va sentir la merguez toute la journée. Je vous remercie vraiment d'être venus. L'idée de l'enregistrer, du micro, c'était pour l'enregistrer et le diffuser, donc on va le diffuser un petit peu plus tard dans les semaines à venir. Je vous invite à diffuser le message aussi, et puis si vous avez des questions, si vous voulez qu'on continue à discuter, on va se mettre un petit peu plus loin, et on pourra continuer la discussion. Merci à vous. Avec des merci.